Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce jeudi marquée par la colère et le désarroi des rescapés du séisme au nord du Maroc. L'armée a dû intervenir pour disperser une manifestation de 1500 personnes qui dénonçaient l'inefficacité des secours. 30 000 demandeurs d'emploi en moins en janvier, un chiffre que le gouvernement doit annoncer officiellement demain matin. L'amorce d'une reprise économique explique en partie cette baisse. À partir de lundi, la Belgique suivra avec beaucoup d'émotion le procès de Marc Dutroux. Dans ce journal, nous retracerons le cauchemar vécu par les familles des jeunes victimes. Des professeurs plus autoritaires, c'est ce que réclament les élèves, si l'on en croit un récent sondage. Illustration dans un lycée à Caen. Fini les poissons rouges et les tortues, les petits Allemands raffolent maintenant des fourmis domestiques. Depuis quelques mois, les ventes explosent. Mais nous ouvrons ce journal par Haïti, puisque la situation évolue d'heure en heure. Lâché par Paris et Washington, le président Aristide est de plus en plus menacé. Les étrangers continuent à fuir le pays, escortés par des militaires américains. Voici tout de suite le reportage que nous venons de recevoir de nos envoyés spéciaux Bertrand Coq et Gilles Jacquier. C'est la fin et ces images le disent. Le pouvoir est en phase terminale, la souveraineté haïtienne en loque. Rien n'empêche par exemple les voisins dominicains d'expédier en milieu de matinée 4 hélicoptères des forces spéciales pour évacuer leur ambassade. Famille, personnel diplomatique non indispensable, tout le monde s'en va. Ils partent parce que les gens qui ne servent à rien dans les travaux, ils rentrent. C'est aussi la peur du chaos qui a motivé ce matin le départ de la quasi-totalité des différentes agences de l'ONU, escortées jusqu'à l'aéroport par des soldats américains. Nous partons pour Santo Domingo. Vous restez ici? Bonne chance. Ce sont plus de 100 personnes auxquelles se sont joints une dizaine de fonctionnaires de l'Union européenne qui partent direction Saint-Domingue. L'opposition, qui a toujours refusé tout compromis avec Aristide, sait à présent que pour le président, les carottes sont cuites. Evans Paul, ancien maire de Port-au-Prince et membre de la plateforme démocratique, est de ces hommes en embuscade. Son ambition, être le prochain président de la République haïtienne, et il en a les moyens. J'aspire à continuer à travailler pour le peuple haïtien, à contribuer à l'établissement de la démocratie en Haïti. J'ai été toujours un militant et je crois pouvoir continuer à servir. Evans Paul dit qu'il faut conserver les idées d'Aristide, l'aspiration à plus de justice sociale, mais se débarrasser du personnage. Mais il craint des règlements de compte après le départ du président. Je demande aux membres de la population haïtienne, les gens surtout qui ont été victimes de la politique tyrannique de Jean-Bertrand Aristide, de ne pas agir avec un esprit de vengeance. Il ne faut pas se faire justice soi-même. Ce matin, devant le palais présidentiel, c'était le calme plat. Plus de barricades, les derniers partisans du président se tairent ou commencent à retourner leur veste. La question n'est plus de savoir si Aristide va partir, mais quand et dans quelles conditions. Oui, Bertrand Coq qui est en direct de Port-au-Prince. Bertrand, est-ce que le régime d'Aristide vit ce soir, ces dernières heures? Oui, Carole, effectivement, ce n'est sans doute plus qu'une question d'heure. Les notables cherchent à évacuer leurs familles. Je viens d'apprendre que les 2 patrons de la télévision nationale, qui étaient évidemment aux ordres du président Aristide, ont fiché le camp. Ils ont quitté le pays ou pris le maquis, on ne sait pas. Les chefs chimères lâchent les uns après les autres Aristide et contactent l'opposition. Et puis tout à l'heure, Evans Paul, le leader d'opposition que vous venez de voir dans le reportage, annonçait à la radio qu'on en était maintenant à chercher un pays d'accueil pour Jean-Bertrand Aristide. Donc vous voyez, ça sent vraiment la fin. Mais quels sont les éléments qui ont fait évoluer la situation aussi rapidement? Écoutez, tout s'est sans doute joué ces dernières 24 heures lorsque la communauté internationale s'est finalement résolue à lâcher Jean-Bertrand Aristide. Il doit partir, a dit Dominique de Villepin, puis les Américains se sont vraisemblablement ralliés à la position française. Alors, la grande inquiétude maintenant concerne la façon dont ce départ va se dérouler et ce qui suivra immédiatement après, ce qui se passera immédiatement après. Va-t-il y avoir des émeutes, des pillages, des règlements de compte, ces fameux déchoucages? Bref, le chaos, tout est possible et c'est pourquoi la France, entre autres pays, est en train de préparer l'intervention d'une force internationale de maintien de l'ordre. Oui, merci beaucoup Bertrand et bien sûr nous vous retrouvons à la fin de ce journal pour faire un dernier point sur cette situation qui évolue donc très rapidement en Haïti.
Au Maroc, la peur a cédé la place à la colère chez les sinistrés du séisme qui a fait, selon un dernier bilan, 571 victimes. Les rescapés, qui se comptent par milliers, accusent les autorités marocaines d'inefficacité et de lenteur. Plusieurs manifestations ont d'ailleurs été organisées aujourd'hui et dans la commune d'Al Hoceima, l'armée a dû intervenir pour disperser violemment 1500 personnes. Reportage de nos envoyés spéciaux Stéphane Bretner, Philippe Turpot. Ils en ont assez d'être délaissés pour compte. Au cri de honte qui a volé l'aide internationale, près d'1 millier de sinistrés a décidé de réagir. Ils vont passer leur 3e nuit dehors, c'en est trop. Elle est où l'aide? Il y a l'Algérie, la Tunisie, la France, même le Japon. Mais elle est où cette aide? Pour les femmes, les petits-enfants, les petits gosses. C'est ça qu'on demande. Hier, nous n'avons rien mangé, on n'a trouvé rien. Les épiceries sont fermées, les boulangeries sont fermées, tous sont fermés, ils sont peurs de tremblements de terre. Pour une fois, les femmes se sont mêlées aux hommes, elles aussi n'en peuvent plus d'attendre. Est-ce que mon pays n'a pas assez d'argent pour nous donner des vêtements, des tentes, nous dit cette femme? À la télévision, on voit cette aide arriver, mais ici, rien. Quelques minutes plus tard, les esprits s'échauffent. Un affrontement rapide avec les forces de l'ordre fait plusieurs blessés. Ils sont évacués par leurs proches. Les voilà, ces sinistrés. Depuis mardi, ils se débrouillent seuls pour confectionner des tentes. Tout sert d'abri, même les camions. Avec les répliques, hors de question de rester à la maison, Farid Gueradaï est à bout, d'autant qu'il doit s'occuper des doyennes de la famille qui sont malades. Comment je fais pour les soigner? Il fait très froid la nuit. Les camions d'aide, on les voit passer, mais ils ne s'arrêtent jamais ici. Je suis même allé à la préfecture demander une tente. Ils n'ont pas voulu m'en donner. La colère des sinistrés est d'autant plus grande que le roi Mohamed VI est attendu depuis 2 jours. Il est actuellement à Tanger, à 3 heures de route d'ici, et les habitants attendent avec impatience cette visite qui pourrait accélérer la distribution de l'aide. Et voici encore une autre image qui montre combien la population est excédée au Maroc. C'était aujourd'hui à l'aéroport d'Al Hoceima. Une centaine de personnes en colère ont bloqué et pris d'assaut un camion transportant des matelas et des couvertures. Des sinistrés qui se sont opposés aux soldats qui voulaient les empêcher de se servir eux-mêmes. Je vous le disais dans les titres, 30 000 demandeurs d'emploi en moins au mois de janvier, un chiffre que le gouvernement doit annoncer officiellement demain. Une baisse qui s'explique en partie grâce à une amorce de reprise économique. François Bonnonnet, Dominique Bonnet. Nous pouvons escompter une stabilisation du chômage avant une période de baisse. La décrue du chômage annoncée ici mardi par Francis Maire, ministre de l'économie, et tant espérée par le gouvernement, est-elle enfin sur le point de se produire? Oui, si l'on en croit les chiffres du mois de janvier. 30 000 chômeurs en moins, soit un taux de chômage de 9,6% de la population active, au lieu de 9,7% en décembre. Après une année noire en 2003, le gouvernement verra dans cette forte baisse les premiers effets du retour de la croissance. Mais d'autres explications peuvent être aussi avancées. Tout d'abord, le départ à la retraite de chômeurs ayant commencé à travailler avant l'âge de 15 ans. Le décret est entré en vigueur en janvier. Ou encore, les conséquences de la nouvelle convention UNEDIC qui supprime l'indemnisation à 180 000 chômeurs. On vous enlève l'indemnisation, on vous enlève l'espoir, on vous enlève votre chance et que donc les gens ne voient plus d'intérêt objectif à continuer à s'inscrire par exemple à la NPE. Les prochains mois diront donc s'il y a véritable reprise de l'emploi ou simple effet mécanique des réformes. Le groupe socialiste déposera demain à l'Assemblée nationale une motion de censure pour dénoncer la politique économique et sociale du gouvernement. Cette motion sera examinée mardi par les députés. Et c'est bien la situation économique qui sera l'enjeu majeur des élections régionales en Basse-Normandie les 21 et 28 mars prochains. Dans cette région, la population est encore marquée par la fermeture de Moulinex en 2001. Alors toutes les listes, elles sont 9, mettent le thème de l'emploi au cœur de leur projet politique. Radioscopie de la Basse-Normandie, Mathias Hillion, Francis Forger. Fermé pour cause de délocalisation. Sous les yeux de ce pilote de chantier aujourd'hui au chômage, l'usine Valfond d'Argentan est vidée, le matériel part en Pologne. Ils nous ont pris notre outil de travail, alors c'est un peu dommage quand même. Vous avez formé les personnes qui font votre travail aujourd'hui? Oui, et ça je regrette beaucoup. Un désarroi que tente de récupérer le Front National. Ils n'ont pas plus de cas étrangers et leurs produits arrivent maintenant moins chers sur notre marché.
L'emploi est la première préoccupation des Bas-Normands. Le candidat frontiste adapte son discours. 2004 va se jouer sur l'insécurité sociale. Et la Basse-Normandie est exemplaire, si je puis dire, à cet égard. C'est qu'elle est extrêmement touchée par le chômage et par la délocalisation des entreprises. Symbole de ces difficultés industrielles, Moulinex. 603 salariés sont toujours sans emploi. Ils s'invitent parfois dans la campagne. On le voit bien, par exemple, aujourd'hui pour les ex-salariés de Moulinex, dont je fais partie, à qui on ne propose pratiquement que des CES. Enfin, je trouve ça scandaleux. Contrat emploi solidarité, contrat à durée déterminée, le candidat socialiste a des idées pour lutter contre cette précarité. Créer des emplois durables, aller vers plus d'égalité professionnelle hommes-femmes. Pour Philippe Duron, le président de région UMP a échoué sur l'emploi. Il n'a pas su anticiper les changements économiques et faire en sorte de renforcer le tissu industriel existant. À la tête de la région depuis 18 ans et confiant dans ses chances de le rester, René Garrec mise sur l'avenir pour développer l'emploi. Les entreprises du 19e, la sidérurgie, et du début du 20e, Moulinex, ça se faisait partout dans le monde. Donc il fallait chercher autre chose et le chercher du côté des hautes technologies. En banlieue caennaise, ce pôle est dédié aux industries de pointe et à l'agroalimentaire. Certains l'appellent déjà Camembert-Vallée. Et toujours dans le cadre de la préparation des régionales, Nicolas Sarkozy était hier soir à Toulon pour soutenir Renaud Muselier, tête de liste UMP en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le ministre de l'Intérieur qui a décoché ses flèches contre la gauche en dénonçant son immobilisme en matière de sécurité. Nicolas Sarkozy qui a également lancé un appel implicite aux électeurs du Front National. On l'écoute. Faire des reproches à ces électeurs ne sert à rien. Parce que si ils votent comme ils votent, c'est parce qu'ils souffrent. On ne va pas, en plus, le leur reprocher. Diaboliser ces électeurs est parfaitement contre-productif parce qu'il faut, tout au contraire, les sortir du ghetto où notre immobilisme du passé les a conduits. Il faut faire comprendre à ces électeurs que la République est prête à entendre leur désespérance et enfin à y apporter une réponse. Nicolas Sarkozy qui sera bien candidat dans le canton de Neuilly-Nord le 21 mars prochain. Il a déposé son dossier ce matin en préfecture et postule donc au siège de conseiller général actuellement détenu par Charles Pasqua. Le dossier de Maurice Papon renvoyé devant la Cour de cassation, c'est ce qu'a décidé la commission de réexamen qui refuse pour l'instant d'organiser un nouveau procès en assises. Couper des lignes téléphoniques, c'est la dernière technique utilisée par des malfaiteurs pour dévaliser des bureaux de poste dans la région centre. Des sabotages qui permettent de neutraliser le système d'alarme. Emmanuel Lambert, Alain Darigrand. Des câbles téléphoniques sectionnés, une pince coupante laissée sur place. On pourrait facilement croire à un vulgaire acte de vandalisme. En fait, il s'agit d'une ruse employée par des malfaiteurs. En coupant certains câbles, ils peuvent neutraliser les systèmes d'alarme de leur cible. Des bureaux de poste en zone rurale. Notre pôle d'Orléans nous a signé que c'était quand même le 4e, voire le 5e site où c'est comme ça. Et Orléans n'est pas la seule zone visée. Depuis le début de l'année, 10 sites de France Télécom ont été sabotés. 3 en Poitou-Charentes et 7 ces 15 derniers jours dans la région centre. 6 petits bureaux de poste ont ainsi été cambriolés. Ils ont dû étudier leurs coûts avant de faire leur intervention, de regarder comment était desservi sans doute le bureau de poste ou la banque, remonter peut-être quand ils le pouvaient le réseau téléphonique et forcer les chambres souterraines qu'ils ont trouvées près de nos centraux téléphoniques pour couper les câbles. Les malfrats avaient donc planifié méticuleusement leurs actions. Pourtant, le butin emporté est bien maigre, 100 € à chaque cambriolage. Pour France Télécom, en revanche, l'addition est beaucoup plus salée. Remettre leur réseau en état de marche coûtera plusieurs centaines de milliers d'euros. Cet après-midi, 28 000 cartouches de cigarettes achetées sur Internet ont été détruites dans une usine d'incinération de Sarcelles. Les hausses successives du prix du tabac amènent de plus en plus de fumeurs à commander via le net. Paul de Genève, Frédéric Pascat. Dans ces paquets, des cartouches de cigarettes par milliers. Toutes sont jetées au fond de cette fosse. En tout, plus de 5,5 tonnes de cigarettes de contrebande ont ainsi été détruites cet après-midi. Tous ces paquets proviennent de la vente sur Internet. Les sociétés expéditrices sont basées en Russie, au Kazakhstan ou au Bénin. Les acheteurs, eux, sont de simples particuliers. Les prix sont attrayants, 2 fois moins élevés qu'en France, mais les risques sont réels pour le fumeur.
Il encourt à la fois une amende douanière, la confiscation de ses cigarettes et également une peine de prison. Le développement de cette contrebande a suivi l'augmentation du prix des cigarettes. Aujourd'hui à Roissy, les douaniers saisissent 16 000 cartouches par mois. Les vendeurs étrangers, eux, ne risquent rien et ne cherchent même pas à tromper les détecteurs à rayon X des douanes. Et l'expéditeur, lui, il envoie par lot. Et il va envoyer 500 paquets d'un coup. Donc nous, on va voir arriver 5 grands sacs, enfin ça fait plus que 5 sacs de la poste. On les ouvre et puis on a donc un chariot complet de paquets comme ça. Le fumeur qui attendait cette cartouche risque une amende de 750 € et une peine de 6 mois de prison. Un risque théorique, la justice réserve pour l'instant ce traitement aux trafiquants avérés. Une bavure policière dans le Val-de-Marne. Un automobiliste aurait été tabassé par 3 policiers. Le chauffard a été arrêté la semaine dernière après une course-poursuite. Une dizaine d'autres fonctionnaires auraient été témoins de la scène. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire contre 4 agents pour violence volontaire. Et l'IGS, la police des polices, a elle aussi ouvert une enquête. Des peines de prison avec sursis et des amendes pour 3 personnes qui étaient poursuivies dans le dossier de la catastrophe du téléphérique du Pic de Bure. La chute de l'appareil avait fait 20 morts le 1er juillet 1999. 5 autres personnes ont été relaxées, une décision jugée décevante par les familles. Le procès de Marc Dutroux s'ouvrira lundi en Belgique. Marc Dutroux et ses complices doivent répondre de 4 assassinats et de 2 séquestrations de jeunes filles. Nous couvrirons bien sûr ce procès très médiatique, mais pour vous aider à comprendre l'émotion qu'il suscite chez nos voisins belges, Dominique Verdeillan nous retrace cette plongée dans l'horreur. Sorti de l'enfer, sorti des griffes de celui que l'on appellera très vite le monstre de Charleroi. Sabine, 12 ans, retrouve ses parents après 79 jours de cauchemar. Oui, on m'avait manqué. Au même moment, une image de retrouvailles similaire. Laetitia, 14 ans, avait disparu une semaine plus tôt. Ce n'est plus 2 familles qui respirent, c'est tout un peuple qui ne cache plus son soulagement. On brûle les avis de recherche. La Belgique veut déjà tourner la page. Et 2 en même temps, en plus. C'est formidable. Laetitia et Sabine, filmées ici sortant de la maison de l'horreur. C'est un témoin ayant identifié une fourgonnette blanche qui a permis aux enquêteurs de remonter la piste jusqu'à un électricien au chômage de 39 ans. Marc Dutroux. À sa sortie du palais de justice, l'homme est conspué par la foule. Dégoût, colère, vengeance. La Belgique a déjà rendu son verdict. Laetitia, elle, parle de la perversion de son geôlier qui a évoqué une rançon qui n'a jamais été demandée. On t'a pas menti à toi. Si, on me l'a dit à moi aussi. Il est venu me le dire, que j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi, ses parents ne veulent pas payer. Mais l'affaire Dutroux ne fait que commencer. Le lendemain, l'homme avoue d'autres enlèvements. L'horreur monte d'un cran. Ce sont des squelettes de fillettes de 8 ans que l'on retrouve dans le jardin d'une des maisons de Marc Dutroux. Une simple boucle d'oreille permet l'identification. Julie et Mélissa. Elles avaient disparu le 24 juin 1995, il y a 14 mois. Durant des semaines interminables, elles ont survécu, ici, dans une cave transformée en bunker, à peine 4 mètres carrés. Quelques mois plus tôt, des gendarmes se sont rendus dans la maison de Dutroux. Des cris d'enfants ont été entendus, mais la cache est restée secrète. Julie et Mélissa y sont mortes de faim et de soif. L'affaire Dutroux n'est plus un fait divers, elle devient affaire d'État. Police, gendarmerie, justice, gouvernement sont sur le banc des accusés. Notre petite Julie et notre petite Mélissa étaient toujours vivantes en mars 96. C'est ce que nous clamions depuis leur enlèvement 9 mois auparavant à nos enquêteurs qui n'y croyaient pas. C'est la pédophilie qui a tué nos filles. Obsèques nationales et télévisées. Dans l'église, les autorités ne sont pas les bienvenues. Les parents ont refusé la présence du représentant du roi. Le prêtre ouvrier Gaston Schönbrunn interpelle Dieu. Et toutes les prières, où sont-elles allées? Et toutes les bougies qu'on a fait brûler, ça a servi à quoi? Les réunions de prière, les pèlerinages, est-ce que le bon Dieu est sourd? Flamands ou wallons, tous sont unis dans la même douleur. Julie et Mélissa appartiennent à toute une nation. Je crois qu'on leur doit, puisque Julie et Mélissa sont un peu devenues les filles de tout le monde.
Présents aux obsèques, les parents d'Anne et d'Effieux, toutes deux âgées de 19 ans. Elles ont disparu un an plus tôt. Depuis, les parents n'ont pas perdu espoir. Pour eux, les filles sont toujours vivantes. C'est ce que d'ailleurs leur a certifié le procureur. Les éléments du dossier me permettent de croire que les deux jeunes filles pourraient être encore en vie. Moi, je l'ai dit aux parents, je ne veux pas donner de faux espoirs, mais je ne veux pas dire que je désespère. On peut dire que c'est sûrement la deuxième corps. Un espoir de courte durée. Le 3 septembre, ils annoncent eux-mêmes que 2 nouveaux squelettes ont été retrouvés et identifiés. On est triste et on a de colère. Donc maintenant, on veut un peu le temps d'être triste et demain, on va être colère. Colère contre qui? C'est pour demain. Pas pour aujourd'hui. L'émotion est intacte, la colère aussi, et la mise en cause des enquêteurs est toujours directe. Pendant toute une année, nous avons dû chercher, seuls, sans trouver. On nous a tout simplement ignorés. Une marche blanche, une marée humaine. Le 20 octobre, 350 000 personnes défilent dans les rues de Bruxelles, du jamais vu depuis 1945. La Belgique est soudée, unie dans la douleur et dans la révolte. Je n'étais pas fière d'être belge avec tout ce qui s'est passé, mais aujourd'hui je le suis à nouveau. 8 ans plus tard, Marc Dutroux est devant ses juges, 12 jurés populaires. C'est l'homme le plus détesté, confiait récemment un de ses avocats. Et il sera sans doute très difficile de trouver un juré qui n'a pas participé à la marche blanche. Et Envoyé spécial consacrera un reportage entier sur les familles des victimes de Marc Dutroux. Entre doute et espoir, une quête de vérité, c'est ce soir à partir de 20h55. Le procès de Bertrand Cantat a été fixé au 16 mars prochain. C'est ce que vient d'annoncer le tribunal de Vilnius en Lituanie. Le chanteur de Noir Désir devra s'expliquer sur le meurtre de sa compagne Marie Trintignant. En Grande-Bretagne, l'affaire fait déjà scandale et embarrasse Tony Blair. Un ancien ministre affirme que des agents britanniques avaient espionné le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, avant le déclenchement de la guerre en Irak. Christelle Bertrand, Dominique Marotel. Son franc-parler dérangeait déjà quand elle était ministre de Tony Blair. 9 mois après sa démission, Claire Short ne mâche toujours pas ses mots. Ce matin, aux caméras qui l'attendent devant chez elle, pas de commentaires. Car c'est à la radio qu'elle a réservé ses confidences. Elle affirme, avant la guerre en Irak, le bureau du patron des Nations Unies était sur écoute. Ces choses ont lieu. Et dans le cas du bureau de Kofi, ça a été fait pendant quelque temps. Pensez-vous que les Britanniques étaient impliqués dans ces écoutes? Eh bien, je le sais. J'ai vu des transcriptions de conversations de Kofi Annan. Kofi Annan réagit par l'intermédiaire de son porte-parole. Il déclare que le secrétaire général des Nations Unies serait déçu si ces conversations téléphoniques avaient été enregistrées. Aujourd'hui à Londres, c'était aussi le jour de la conférence de presse de Tony Blair. Le Premier ministre, gêné, a tout bonnement refusé de s'expliquer. Je dirais cependant que les accusations de Claire Short sont totalement irresponsables. C'est typique d'elle. Le dossier irakien poursuit Tony Blair. Après l'épisode des armes de destruction massive introuvables, voilà donc celui des écoutes téléphoniques à l'ONU. Les semaines à venir s'annoncent difficiles pour le Premier ministre. Israël a mené aujourd'hui à Ramallah en Cisjordanie une opération sans précédent. Les militaires ont effectué un raid contre des banques palestiniennes. Plusieurs millions de dollars ont été saisis. Pour Israël, ces sommes servaient à alimenter le terrorisme. Mais du côté palestinien, on parle de hold-up. Sur place, Agnès Varamian. L'employé ouvre la voie. Puis les clients sortent. L'armée fournit ces images, les seules de l'opération. Le soldat brandit une autorisation militaire. Vous n'avez pas à être inquiet, dit-il, mais il vous faut coopérer. 320 noms de particuliers, de familles, d'institutions. Ce matin, on nous montre les coffres vidés. Ahmad Awea a passé du temps en France. Hier, sous la menace, dit-il, il a donné les liasses de dollars. Ils sont venus avec des noms, ils nous ont forcé de leur sortir de relevé de compte de ces gens. Et puis ils ont fait l'addition et nous ont demandé la somme totale de ce qu'il y avait sur ces comptes. Soit 6 320 000 € en liquide confisqués. Un acte mafieux pour les Palestiniens. Pour moi, c'est un vol organisé par l'État d'Israël, un véritable braquage.
jette pierre et réplique à l'extérieur de la banque. Mais Israël se dit dans son bon droit. L'argent que nous avons pris n'était pas l'argent de citoyens privés, mais des fonds sur des comptes utilisés spécialement pour le terrorisme. Le ministre israélien de la Défense a promis que les sommes confisquées seraient allouées à de l'action humanitaire en faveur des Palestiniens. Le président macédonien a trouvé la mort aujourd'hui dans un accident d'avion. Pour l'instant, on ne connaît pas les circonstances exactes de ce crash. Boris Trajkovski était unanimement reconnu comme un homme de paix et de dialogue dans la région des Balkans. Il était président de la Macédoine depuis 1999. Mélanie Bettencourt a reçu tout à l'heure le soutien de Jacques Chirac dans son combat pour libérer sa mère, otage de la guérilla colombienne depuis 2 ans. L'an passé déjà, le chef de l'État avait reçu la jeune femme. Il a réaffirmé aujourd'hui que la France était favorable à un accord humanitaire. Sortie très médiatique du film de Mel Gibson, La Passion du Christ est à l'affiche depuis hier soir dans 4000 salles aux États-Unis. Après les vives critiques formulées par les associations juives, la polémique continue à enfler et divise les premiers spectateurs qu'ont pu rencontrer à New York Pascal Golomer et Tristan Lebras. Ému et plus fervent que jamais. Beaucoup de chrétiens venus dès la première séance hier sont sortis bouleversés de cette passion de Mel Gibson. Son objectif était de faire un film bouleversant et il a vraiment réussi. C'est tout ce que je peux dire. Mais de ce chemin de croix de plus de 2 heures, beaucoup de critiques de cinéma ne retiennent que l'extrême violence, parfois sanguinolente, et s'interrogent sur les réelles intentions de Mel Gibson. Pour ces militants d'associations juives, en tout cas, cela ne fait aucun doute. Le film réveille de vieux démons. Le principal message du film, c'est que les Juifs ont tué Jésus. Bien sûr, le film parle aussi d'amour, mais tout à fait marginalement. Il présente surtout les Juifs comme les assassins de Jésus. Selon ses détracteurs, Mel Gibson dépeint les prêtres juifs comme une horde assoiffée de sang. Alors qu'il jette un regard presque indulgent sur Ponce Pilate et les soldats romains. Le réalisateur se défend de tout antisémitisme. Mais certaines associations chrétiennes, gênées par le propos du film, ont voulu hier, devant ce cinéma de New York, tenir des propos apaisants. Nous sommes solidaires de nos frères et sœurs juifs. Et nous disons à ceux qui seraient tentés par l'antisémitisme, ne cédez pas à la tentation. Succès commercial inattendu, le film a en tout cas atteint son objectif, faire du Christ un personnage central du débat aux États-Unis. Les élèves veulent des professeurs plus autoritaires. C'est la conclusion assez surprenante d'une étude menée par le Crédoc pour le magazine Okapi. Alors selon les jeunes, les meilleures preuves d'autorité pour un enseignant, c'est pour 53% savoir fixer les limites, 42% c'est éviter le chahut et 38% c'est favoriser l'apprentissage. Vérification sur le terrain avec le reportage de Julia Delage et Annie Triboire. On pourrait avoir un peu de calme s'il vous plaît. Ceux qui ne sont pas contents peuvent repartir. Pas toujours facile d'exercer son autorité quand on est surveillant, surtout à l'heure de la cantine. Toujours la menace. C'est nécessaire. Avec des jeunes comme vous. Au collège, la sanction la plus répandue, c'est le mot sur le carnet. Viennent ensuite le devoir supplémentaire et les heures de retenue. Près de 60% des élèves sont collés en moyenne. Dans ce lycée normand, plus de 800 élèves, pas trop de répression, mais des rappels réguliers. Par exemple, suite à des projections de yaourt sur les portes, il est interdit de sortir de la nourriture du réfectoire. En mai 68, il était interdit d'interdire. L'autorité, c'était l'aliénation. Aujourd'hui, nouvelle définition. Autorité, ouais, communiquer, enfin, expliquer les choses calmement et sûrement. Savoir mettre les points sur les i. Ouais, mais pas tout moment où il faut, quoi. Ouais, mais il y a une manière de le dire, quoi. Ouais. On s'installe. Et même plus, pour ces élèves, le manque d'autorité pourrait conduire à bien des soucis. Là, au lycée, notamment, les barrières, il faut qu'elles soient bien respectées, quoi. Sinon, s'il y a des débordements, voilà, on est quand même là pour suivre des études et on n'est pas là pour faire le mariole, quoi. Alors, la meilleure chose, je pense que c'est d'abord expliquer. Et ensuite, si ça va pas, si ça continue, c'est de donner des sanctions. Une fermeté indispensable donc, selon une étude du Crédoc. Pour 83% des collégiens, l'autorité est une qualité chez un professeur.
Les militants de la Confédération paysanne et en première ligne, José Bové, ont occupé tout à l'heure les locaux de la Direction générale de l'alimentation. Ils voulaient ainsi protester contre la décision d'Hervé Guémard d'autoriser l'écoulement des stocks de semences traitées au fipromine. Ce produit accusé de décimer les abeilles et qui se trouve dans des insecticides comme le régent ou le gaucho. La police a dû intervenir pour stopper cette occupation et le ministère de l'Agriculture a porté plainte pour intrusion. Et on vient tout juste d'apprendre que José Bové a été interpellé ainsi que Gilles Lemaire, le secrétaire national des Verts, qui participait également à cette action. Le salon de l'agriculture se tiendra à partir de samedi à la Porte de Versailles à Paris. Vin, fromage, charcuterie, les meilleurs produits du terroir seront en compétition, sans oublier les animaux. Et parmi eux, il y a Onyx. C'est une vache laitière d'Ille-et-Vilaine. Elle est sélectionnée pour la première fois et depuis quelques semaines, son propriétaire s'est transformé en véritable entraîneur. Reportage Jacques Deveau, Michel Hiver. Depuis 3 semaines, Onyx est la reine du cheptel. Chaque jour, ses propriétaires lui consacrent 2 heures. Et ça commence par un toilettage complet. Il faut que le poil soit blanc. Donc, tous les jours, il faut y passer. Et puis elle sera salie la nuit. Et on recommence. C'est vrai que je pensais pas qu'il fallait tant de temps. Et puis, pour laver une vache, c'est vrai que... Ça se peut plus, quoi. J'ai jamais fait, quoi. Viens, on va à Paris. Eric doit aussi apprendre à Onyx à marcher tête haute et à suivre son pas. La vache ne doit ni s'arrêter ni pousser son maître. Tous deux participent pour la première fois à un concours et le stress commence à monter. Qu'elle se fasse remarquer là, sur le concours, je sais pas, au pire des cas, en se mettant à courir sur le ring ou qu'elle m'échappe, je sais pas quoi, mais faut qu'elle passe inaperçue, quoi. C'est l'organisme certificateur de la race Holstein qui a noté la parfaite morphologie de l'animal et l'a proposé pour le concours du salon. Flatté, Eric a accepté, surtout par curiosité. Pour découvrir le milieu des concours, c'est la principale chose, quoi. Parce que je pense pas qu'elle va gagner. Bon, peut-être un petit coup de pub quand même pour le GAEC, non ? En tout cas, le concours est tout sauf une affaire financière. Une indemnité de 150 € couvre les frais de transport, l'hébergement restant à la charge de l'éleveur. Et en cas de victoire, pas de prix mirobolant, juste une plaque à accrocher dans les tables. En Bretagne, les associations écologistes dénoncent l'inaction de l'État en matière de lutte contre l'algue verte. Depuis 20 ans, elle prolifère sur le littoral. Un recours a été déposé au tribunal administratif de Rennes. Jacques Deveau. Depuis 20 ans, les algues vertes prolifèrent sur les côtes bretonnes. L'an dernier, rien que pour les côtes d'Armor, 35 000 mètres cubes ont été ramassés. Une prolifération qui a une origine, l'excès de nitrates issus de l'agriculture intensive. Les associations écologiques accusent les éleveurs, coupables à leurs yeux de dépasser fréquemment le nombre d'animaux admis par exploitation. Nous demandons simplement le respect de la réglementation. Ça fait des années et des années que nous demandons le respect de la réglementation et nous disons qu'elle n'est pas appliquée. C'est le vrai moyen, le respect de la loi. Et qui peut dire si la loi est respectée ou non, sinon la justice? Alors, 4 associations ont décidé de déposer un recours devant le tribunal administratif de Rennes. Ce dernier devra dire si l'État s'est donné ou non les moyens de lutter contre cette pollution. Une condamnation de l'État ferait jurisprudence et l'influence des associations écologiques en serait renforcée. Attention, chute de neige à partir de ce soir. Météo France émet une alerte orange pour l'ouest du pays, c'est-à-dire la Bretagne, le Pays de Loire et la Vendée. Et dans la nuit, l'alerte s'étend au Bordelais et au Périgord. Prudence donc si vous devez prendre la route. Le lancement de la sonde européenne Rosetta reporté pour cause de mauvais temps. Si la météo le permet, elle prendra le départ demain matin depuis Kourou en Guyane. Une mission difficile pour Ariane. L'objectif de Rosetta, je vous le rappelle, est d'atteindre une comète en 2014. Les petits Allemands en raffolent. Les fourmis pourraient bien remplacer les poissons rouges et les tortues. À Berlin, les jeunes n'hésitent pas à casser leur tirelire pour acheter des colonies de fourmis. Depuis 2 ans, les ventes explosent. Correspondance Patrice Romden, Michael Averté. Berlin est une ville qui fourmille d'idées. La dernière en date consiste à élever au rang d'animal domestique la fourmi. Le responsable, c'est lui, un entrepreneur de 28 ans qui tient boutique pour la forme, car l'essentiel de son petit commerce s'effectue sur Internet. Il se définit comme un fanatique de la fourmi et il faut reconnaître que ses arguments commerciaux sont imparables.
Tout le monde peut en avoir. La fourmi est un animal facile à entretenir. Ce qui est sympa avec elle, c'est qu'elle ne prend pas de place, elle ne sent pas mauvais, elle ne fait pas de bruit. C'est un animal qui se contente de peu. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas lui faire de câlins. Ce bonheur, tout simple, se négocie à des prix variables, car il existe un Argus de la bestiole. Comptez 100 € minimum pour la tropicale et 1400 € pour l'australienne, la Rolls des fourmis. Dietmar, lui, a commencé petit. Ce commerçant a investi 40 € pour s'offrir une colonie de fourmis utile à le distraire entre deux clients. Ce sont des Allemandes, les moins chères. Elle s'appelle Hildegard, Beate, Renate et Monica. Hildegard est la plus frêle, la plus fragile. Elle est un peu difficile. Vous savez, chaque fourmi a sa propre personnalité. Elles ont toutes une apparence différente. Et c'est pour cela que j'aurais donné des noms. Et de confesser, sans rire, qu'il ne peut plus se passer d'elle. D'ailleurs, il s'est déjà débarrassé de son poisson rouge. Bref, le commerce des fourmis a de l'avenir. D'ailleurs, on nous annonce à Berlin l'ouverture imminente de 2 nouvelles boutiques où les bipèdes en mal de compagnie pourront venir dépenser leur argent. Il n'y a après tout rien d'amoral à ce que les fourmis prospèrent sur le dos des cigales. Voilà, et signalons la sortie de l'ouvrage historique de notre correspondant à Jérusalem, Charles Anderlin, Paix ou guerre, les secrets des négociations israélo-arabes entre 1917 et 1995. C'est aux éditions Fayard. Charles Anderlin qui travaille sur le conflit israélo-palestinien depuis déjà plus de 20 ans. Et puis on retrouve en direct d'Haïti Bertrand Coq. Bertrand, est-ce que la situation a évolué depuis le début du journal ? Donc Carole, simplement pour vous confirmer ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que les Américains ont bel et bien lâché Aristide. Il y a quelques minutes à Washington, devant le Congrès, Colin Powell, le secrétaire d'État américain, a dit que Jean-Bertrand Aristide avait pris acte de ce qu'aucun accord n'était possible avec l'opposition et qu'il s'apprêtait à en assumer les conséquences. Voilà, donc les Américains ont fait une croix sur Aristide. Le processus démocratique en Haïti s'est pour l'essentiel effondré, a dit Colin Powell. L'inquiétude maintenant concerne la façon dont le président haïtien va quitter le pouvoir et ce qui va se passer ensuite. Il est 2h30 ici à Port-au-Prince. Il y a un peu moins d'une heure, le commandant en chef des rebelles, l'ancien commissaire Guy Philippe, a dit à la radio que ses forces s'apprêtaient à attaquer la capitale et il a appelé la population à rester chez elle. Et puis on me signale que dans le centre-ville, les chimères, vous savez, les milices d'Aristide, avaient recommencé à ériger des barricades. Merci beaucoup Bertrand et bien sûr plus d'informations à 1h20 du matin, le dernier journal qui vous sera présenté par Jean-Claude Renaud. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, question ouverte. Gérard Leclerc reçoit la secrétaire nationale du Parti communiste Marie-Georges Buffet et on se quitte sur ces images du départ de Bruno Perron. Après Olivier de Kersauzon hier, le navigateur a franchi la ligne de départ du trophée Jules Verne ce matin. Il est détenteur du précédent record. Il y a 2 ans, il avait mis un peu plus de 2 mois pour faire le tour du monde. Excellent week-end à tous. Je vous retrouve lundi à 20h.